Vous êtes un artiste et vous souhaiteriez intégrer les NFT dans votre démarche artistique et de vente. Mais comment faire? Bonjour, je suis Éric Doireau, artiste et fondateur de Art Certificate. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai voulu vous parler un petit peu du phénomène NFT, car tout le monde en entend parler, forcément, c'est à la mode. Alors tous les artistes se ruent vers cet Eldorado, d'autant plus que il y a des formidables promesses qui sont faites, hein. Il suffit que vous fassiez des NFT et puis tout de suite vous allez devenir milliardaire. C'est connu, d'ailleurs toutes les plateformes en parlent. Alors je vous propose à travers cette vidéo de vous expliquer de A à Z comment faire des NFT pour vos œuvres d'art. Alors ça va se passer en 3 parties. Alors en première partie, nous allons voir ce qu'est le NFT, la blockchain, la crypto-monnaie. Ça c'est l'ensemble global qui va vous permettre déjà d'avoir une première base. En deuxième partie, je vais vous parler de l'art et du NFT. Alors qu'est-ce qu'on entend par art avec des NFT, hein? Donc ça c'est très important. Et en troisième partie, je vais vous expliquer comment utiliser correctement les NFT pour vos œuvres d'art. Alors comme cette vidéo est un peu longue parce qu'elle est complète, je vous propose d'avancer ou de reculer selon les besoins d'information que vous avez. Alors commençons par la première partie. Qu'est-ce que c'est que la blockchain? Eh bien la blockchain, c'est vrai que si on écoute ou si on lit un petit peu tout ce qui se passe actuellement sur internet, c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est à la mode et il suffirait pour un artiste de faire des NFT pour devenir millionnaire. Ça forcément ça sera un petit peu trop facile. La réalité est tout autre. Mais commençons par le début, la blockchain en fait c'est uniquement une base de données mondiale qui est dupliquée à X exemplaires, enfin des milliers d'exemplaires, et qui permet de garder l'information. L'information qui ne peut pas être changée ensuite. Donc c'est vraiment une base de données partagée parce qu'il y a plein de multiplications de cette blockchain et elle est mondiale. Donc la particularité chez chaque information qui va rentrer dans la blockchain, elle vient après une première information qui était avant et il y a ensuite une autre information qui vient après. Donc une fois qu'elle est intégrée dans la blockchain, en fait, on ne peut plus la changer. C'est comme une perle que l'on enfile sur un collier. Une fois que vous avez enfilé une perle et que vous avez enfilé une deuxième perle par-dessus, vous ne pouvez plus changer la première perle. Donc voilà, le principe c'est d'enregistrer des données qui sont inaltérables, on ne peut plus les changer après. Alors c'est basé également sur la cryptographie. Alors la cryptographie c'est un procédé mathématique qui permet en fait de cacher, on va dire de crypter, c'est-à-dire les informations pour qu'elles soient, on puisse pas y accéder directement. Voilà, donc ça il faut juste savoir que c'est fait comme ça, mais autrement le reste c'est des mathématiques. Alors c'est également un procédé technique, alors c'est vrai que c'est de l'informatique et quand on n'est pas informaticien on n'y comprend rien. Moi je suis informaticien depuis déjà plusieurs années et c'est vrai que quand je suis arrivé dans ce monde de la crypto-monnaie et puis de la blockchain, c'est vrai que j'y comprenais rien et que les informaticiens qui me parlaient, ils me parlaient chinois. Donc c'est normal que vous ne compreniez rien. D'un autre côté, il est vrai qu'en informatique en général, tout est fait pour que les gens ne comprennent rien. Donc en fait, il y a une sorte de mystère qui plane. On a l'impression que tout est magique, que cette blockchain en fait flotte dans l'espace et qu'on nous met comme ça des informations. Mais la réalité en fait, c'est que cette blockchain, c'est de l'informatique, c'est sur les réseaux, c'est sur des milliers d'ordinateurs, mais ça a également sa fragilité. Donc c'est pas magique. Si on si on enlève les prises de courant, ça marche plus tout simplement. Donc la blockchain, elle est formidable tant que les ordinateurs fonctionnent et tant qu'il y a de l'électricité. Donc c'est pas du tout quelque chose d'immortel, c'est pas gravé dans la pierre ou autre chose comme ça. Alors en fait la blockchain est née à partir d'une crypto-monnaie. Alors la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de la blockchain pour faire de l'argent virtuel. Alors c'est le Bitcoin qui a commencé avec cette histoire. Donc ils ont créé vraiment une monnaie virtuelle, donc qui est comme ces perles. Voilà, on crée de la monnaie, c'est la monnaie qui est à taux fixe, on va dire. Il y a une quantité maximum de Bitcoin et puis à partir de là les gens achètent le Bitcoin, le revendent, mais bon, à part ça, à quoi sert le Bitcoin? Le Bitcoin ça sert pas à grand chose parce que vous pouvez pratiquement rien acheter avec le Bitcoin sauf éventuellement des objets virtuels. Alors ça je vais vous en parler tout de suite. Sinon le Bitcoin, ça va servir à quoi? Aujourd'hui on l'achète par exemple à 1000 € et on espère un jour le vendre à 1500 €, donc pour faire une plus-value. Donc il est clair qu'aujourd'hui la spéculation est très présente dans le monde du Bitcoin, mais également de la blockchain. Alors faisons très attention, si on achète de la crypto-monnaie, savoir ce que l'on va en faire. Si c'est juste pour faire de la spéculation, il y a un gros problème. Parce que quand vous gagnez, c'est quelqu'un d'autre qui perd. Et si quelqu'un d'autre gagne, c'est vous qui perdez. Donc en fait, c'est un peu comme jouer à la bourse. Donc je vous déconseille, à moins de connaître vraiment ce que c'est que la crypto-monnaie et de maîtriser parfaitement toutes les fluctuations boursières, on va dire. Autrement, vous risquez de perdre votre argent. Cette crypto-monnaie, donc issue de la blockchain, où est-ce qu'elle se garde? Elle se garde dans des portefeuilles
électroniques. Alors ces portefeuilles électroniques, c'est comme on va dire une banque, mais sur Internet. Bon, sauf que c'est pas vraiment une banque, parce que bon, vous pouvez ouvrir donc un portefeuille électronique facilement, vous entrez quelques informations, vous avez un code et une phrase magique, on va dire, qui vous permet d'accéder à votre compte. Et à partir de là, sur votre compte, qui peut être un compte MetaMask par exemple, eh bien, vous pouvez mettre de l'argent sous forme de crypto-monnaie. Alors la crypto-monnaie, vous l'achetez, par exemple, vous achetez 500 € de Bitcoin ou d'Ether ou d'autres types de crypto-monnaie et vous la mettez sur votre compte. Mais voilà le problème, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce compte, il est anonyme, c'est-à-dire quand vous le créez, en fait vous ne créez pas votre nom, vous avez un numéro et le seul moyen d'accéder à ce compte, c'est à travers le mot de passe que vous avez donné. Seulement, si quelqu'un un jour découvre votre mot de passe, ou si par un procédé de phishing, donc on vous envoie un mail pour vous demander votre mot de passe de façon déguisée, si la personne accède à votre compte, enfin à votre portefeuille électronique, elle peut le vider en 3 secondes. Moi je vous garantis, en 3 secondes c'est vidé. Pourquoi? Parce que quand vous allez transférer votre crypto-monnaie d'un compte à un autre, il n'y a aucun organe de contrôle. Donc en réalité c'est très très dangereux, enfin en tout cas c'est pas très sécurisé pour moi d'avoir un compte en crypto-monnaie, parce que il y a toujours des risques de se faire pirater le compte. Donc ça c'est réel, ça existe, il y a plein de procédés pour le faire, donc voilà. L'avantage de la banque par exemple, c'est que c'est nominatif, c'est qu'ensuite la banque va gérer votre compte et quelqu'un d'autre ne peut pas arriver sur votre compte pour vous prendre de l'argent. En plus il y a des procédés de double vérification. Donc, a priori, vous pouvez avoir confiance sur votre banque, elle va garder l'argent pour vous. Alors que le portefeuille électronique, ça, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Si vous gardez bien vos informations, si vous êtes scrupuleux, si vous connaissez bien, il n'y aura pas de problème. Sinon, vous risquez un jour de perdre peut-être tout ce que vous avez sur votre portefeuille électronique. Donc, nous avons vu 3 choses. Nous avons vu la blockchain, nous avons vu la crypto-monnaie et nous avons vu les portefeuilles électroniques. Maintenant, nous allons voir ce que c'est que les objets virtuels. Alors un NFT, en fait, c'est, on va dire, un enregistrement sur la blockchain. Hein, c'est la fameuse petite perle que l'on met sur la blockchain. Alors normalement, un NFT représente un objet ou quelque chose. Et en fait, c'est unique. C'est-à-dire qu'une perle ou un NFT correspondrait à un objet. Et ça pourrait se vendre et s'acheter. A priori, tout est simple. Mais c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un objet virtuel. Alors qu'est-ce qu'on entend par un objet virtuel? Il faut savoir qu'également les NFT ont commencé à travers des objets virtuels qui sont comme des cartes à collectionner. Alors probablement, quand vous étiez jeune, vous avez collectionné des cartes, collectionné des autocollants. Voilà. Le mouvement commence avec ça. Sauf que au lieu que ce soit des cartes réelles ou des autocollants réels, ça va être des images que l'on trouve sur Internet. Alors il y a des grandes plateformes qui recensent en fait tous ces objets virtuels. Donc c'est des photos, c'est des animations, c'est des options à des jeux vidéo et plein d'autres choses. Donc ces sociétés-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent ces objets sur la blockchain. Mais en fait, elles ne mettent pas les objets sur la blockchain. C'est-à-dire que ces images sont sur leur serveur à eux, sur l'application de la plateforme X, je ne dirai pas le nom. Mais elles vont enregistrer sur la blockchain le numéro de référence qui pointe vers le serveur. Le problème, c'est que le NFT ne contient qu'un seul numéro, c'est le numéro qui pointe sur le serveur. Donc, si le serveur un jour disparaît, ou si l'enregistrement sur le serveur change, le NFT n'a juste un numéro. C'est-à-dire en fait, un NFT, de ce point de vue-là, c'est juste un petit ticket avec un numéro. Et ça se vend comme si c'était l'objet, mais c'est pas du tout l'objet. Hein. Donc il faut bien voir, c'est un ticket avec un numéro. Et dans ces cas-là, ça n'a pas beaucoup de valeur. Bon, dans le monde actuellement de ces collections virtuelles, ça ne pose aucun problème, parce que ça a été fait pour. L'objet de collection est sur le serveur, et les gens s'échangent le titre de propriété, qui n'est pas vraiment un titre de propriété, mais enfin, ce token, qui va passer d'une main à l'autre. Et celui qui a le token avec le numéro, il peut dire, c'est moi qui ai le token, je suis propriétaire et je peux le revendre. Bien, alors ça marche dans tout ce qui est univers virtuel. Alors il faut savoir, en plus, je vous rappelle que quand vous êtes propriétaire d'un token, donc d'un objet virtuel, en fait, c'est pas nominatif, c'est le numéro de votre portefeuille. Et le numéro de portefeuille, je vous rappelle qu'il est anonyme. Donc en fait, à aucun moment, juridiquement par exemple, on peut prouver que vous êtes propriétaire de ce token, parce que le compte, il est anonyme.
Donc dans ces cas-là, il faudrait faire appel à un expert qui certifierait auprès du juge que effectivement c'est vous le propriétaire du compte. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Donc, mais dans le domaine des jeux, dans le domaine des collections, il n'y a aucun problème. Il y a une sorte de confiance qui règne. Et puis bon, bah, vous avez un token, vous pouvez l'acheter, le revendre, même si ça coûte des milliers d'euros, aucun problème. Alors, à quoi ça sert tous ces tokens virtuels dans un monde qui est réel? Eh ben, je vais vous expliquer tout de suite. Alors ça vient avec les générations. C'est vrai que les jeunes ont l'habitude depuis longtemps de jouer à des jeux vidéo. Et dans les jeux vidéo, eh bien, il y a des options pour des jeux. Par exemple, vous avez des personnages qui ont des épées. Vous avez des options pour être invisible. Alors aujourd'hui, tous les jeux vidéo vont intégrer ça avec un token. Et les gens vont acheter ces options pour ensuite pouvoir y jouer dans le jeu. Bon, voilà, donc ça c'est un objet virtuel. Nous avons nos fameuses cartes à collectionner, dont je vous ai parlé précédemment. Alors comment ça se passe? Par exemple, imaginez que vous êtes un créateur graphique et vous souhaitez faire une collection d'objets pour mettre en vente sur le NFT. Et ben c'est très simple, il y a toute une méthode à faire qui est relativement simple. Donc vous allez choisir par exemple de faire des kangourous, imaginons. Donc vous allez dessiner un kangourou. Et puis ensuite vous allez dire voilà, j'ai ma base de mon kangourou, qui est très joli, un beau kangourou, et je veux en créer 10 000. Oui, parce que en fait, les collections NFT, c'est sur des grandes quantités. Donc, on va faire 10 000 kangourous. Mais il faut que chacun de ces kangourous soit différent. Alors, il y en a un qui a une casquette, l'autre, il a des lunettes, un autre, il a, je sais pas moi, un bandana, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, le créateur, à partir de son kangourou de base, il va créer des accessoires qu'il met sur son kangourou pour ensuite avoir une série de 1000, 10 000 photos différentes qui va ensuite mettre sur la plateforme de vente de NFT et qui va ensuite vendre. Alors vous allez me dire, faut être fou pour acheter des kangourous. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, beaucoup de jeunes en l'occurrence, qui ont de la crypto-monnaie et qui ne savent pas quoi en faire. Alors ils se disent pourquoi pas acheter des kangourous qui peut-être un jour vaudront plus cher. Voilà, donc c'est toujours un système, on va dire, basé sur j'achète aujourd'hui pour vendre plus tard en faisant une plus-value. Mais ça fonctionne que si le kangourou se vend. Alors comment se vend le kangourou? En fait, quand la société va lancer son kangourou, eh bien, elle va faire une première vente. C'est-à-dire qu'elle va dire, voilà, les 1000 premiers kangourous, eh bien, ils valent par exemple, imaginons 50 euros. Vous donnez 50 euros et moi, je vous donne un kangourou au hasard parmi tous les kangourous. Alors, il faut savoir que dans les kangourous, eh bien, il y a des kangourous qui valent plus cher et moins cher parce qu'ils sont plus rares ou moins rares. Donc, quand la personne va acheter un kangourou dès le départ, il va voir au hasard un kangourou, il aura la surprise peut-être d'avoir un kangourou rare pour 50 euros, ou non. Voilà, ça ressemble un petit peu au jeu, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant, il y avait des sortes d'appareils avec des boules à l'intérieur, et on mettait une pièce, et on tournait, et il y avait une boule qui tombait. Et là, quand on ouvrait la boule, eh bien, il y avait une sorte de surprise, on ne savait pas ce qu'on avait dedans, et ben, on avait la surprise d'avoir cet objet. Et ben, ça marche exactement pareil. Donc la première mise en vente se fait comme ça. À partir de là, normalement, une communauté va se créer, et puis qui va acheter, et puis ensuite qui va vendre ces kangourous. Et à partir de là, il va y avoir comme un marché de spéculation, on va dire. Bon, il est clair que si vous achetez un kangourou et que vous ne pouvez pas le revendre, vous avez perdu votre argent. Vous avez un beau kangourou virtuel qui va vous servir à rien. Donc il faut voir que c'est un mouvement particulier, donc collection virtuelle. Et après, des jeux virtuels qui vont permettre d'acheter des options. Alors, il y a une troisième chose qui est en train d'apparaître, c'est le métaverse. Alors, le métaverse, qu'est-ce que c'est? C'est notre ami Facebook qui s'est dit, le monde réel, c'est bien, mais le monde virtuel, c'est mieux. Donc, grâce à des lunettes 3D, vous allez voyager dans un monde virtuel où là, vous pourrez acheter tout un tas d'objets. Des terrains, des maisons, des objets, des chaises, des tableaux, enfin tout un tas de trucs, et vous pourrez aussi accéder peut-être à des choses. Donc tous ces objets virtuels qui vont être présents dans le métaverse vont être présents à travers de NFT qui vont s'acheter et se vendre. Donc voilà, si vous avez envie de mettre tout votre argent que vous avez durement gagné dans des objets virtuels et dans un monde virtuel, il n'y a aucun problème, c'est ce qui va se passer dans le futur. Voilà, donc là vous avez un petit peu la base de ce qui se passe autour du NFT aujourd'hui. Alors maintenant, par rapport à l'art, qu'est-ce que c'est ? Alors là, on attaque la partie numéro 2, qui est l'art et la blockchain. Alors, nous avons vu que la blockchain, à l'origine, a été créée bien plus dans un environnement moderne, informatique, pour une population relativement jeune, pour des objets virtuels, des cartes à échanger, des options pour des jeux, ou éventuellement des options d'achat pour un monde virtuel.
Alors, bien sûr, quand on regarde un NFT sur ces plateformes, dont je ne citerai toujours pas le nom, eh bien c'est vrai que c'est des dessins. Donc un dessin, ça ressemble à une œuvre d'art, et c'est normal, c'est une œuvre d'art. Mais comment marche le marché de l'art? Bah, vous connaissez parfaitement le marché de l'art parce que vous faites vous-même partie de ce marché. Il y a des artistes, il y a des œuvres d'art, donc les œuvres d'art sont faites librement par l'artiste. Dans la première partie, je vous disais qu'en général, bah, il fallait faire un kangourou et mettre plein d'options. Bon, parce que c'est comme ça que ça marche. Mais l'artiste, lui, a besoin de faire une création libre. Donc l'artiste en premier, ensuite l'œuvre qui est une émanation de l'artiste, ou une œuvre libre, qui peut être un tableau, un dessin, une œuvre numérique, hein, bien entendu, une sculpture, tout ce que l'on veut. Donc maintenant, une fois que vous avez donc cette œuvre, vous dites comment ça marche l'art? Bah, c'est très simple. Une fois que l'artiste a fait ses œuvres, il a envie d'exposer pour présenter ses œuvres au public, pour avoir des réactions, savoir si ça plaît ou si ça ne plaît pas. Et puis ensuite peut-être vendre quelques œuvres, en sachant que la vente par rapport à l'art, c'est en fait secondaire. Avant, un artiste qui vendait était mal vu, on faisait l'art pour l'art et on ne s'occupait pas si ça allait vendre ou pas vendre. On faisait plus l'art pour essayer de trouver, je ne sais pas, quelque chose de spirituel, pour inventer des nouvelles choses. Voilà. Donc l'art est vraiment, bon, il est passé à la vente, très bien, il se vend. Et puis ensuite, il y a des galeries d'art. Alors les galeries d'art, bon, c'est des gens qui sont là pour exposer, puis ils sont là également pour permettre à des acquéreurs, des collectionneurs d'acheter. Alors le collectionneur, c'est des gens qui aiment l'art, c'est des gens qui, leur passion, c'est de collectionner de l'art pour ensuite le mettre chez eux, pour dire voilà, j'ai fait une œuvre moi-même en faisant cette collection, ce qui est vrai. Et voilà, donc il y a toute une pratique. Et puis là-dessus, vous avez également les ventes aux enchères, donc c'est la vente au second marché. Hein, donc la galerie vend en premier au collectionneur. Le collectionneur, à un moment donné, a envie de revendre. Il passe par des commissaires-priseurs qui vont vendre aux enchères l'œuvre. Alors, il faut savoir que les ventes aux enchères, bon, bien souvent, on voit qu'il y a des ventes très, très hautes, mais en général, les ventes aux enchères permettent justement de faire des affaires pour les collectionneurs. Donc, en général, on achète l'art, des fois, à pas cher, avec les ventes aux enchères. Sauf certains artistes très connus qui, eux, vendent très cher. Comment marche également le monde de l'art? Eh bien, il marche sur l'authenticité des œuvres. Un artiste fait une œuvre, voilà, une belle œuvre, et puis on sait que cette œuvre appartient à l'artiste. Donc on le sait pourquoi, bon, parce que c'est signé déjà l'œuvre, mais en plus il faut qu'il y ait un document qui certifie l'authenticité. Alors en général, ce certificat d'authenticité est donné par le vendeur. Donc quand c'est l'artiste qui vend, c'est lui qui doit faire le certificat d'authenticité. Mais si c'est une galerie qui vend, c'est la galerie qui donne le certificat d'authenticité. Alors, à quoi ça sert ce certificat d'authenticité? Ça permet à l'acheteur d'avoir un document qui lui garantit que l'œuvre est authentique. Et si ce n'est pas le cas par la suite, eh bien, il peut faire annuler la vente et demander des dommages et intérêts. Alors, il y a aussi les experts qui permettent d'expertiser les œuvres. Quand l'artiste n'est pas là pour certifier que c'est son œuvre, c'est l'expert qui va le faire. Donc dans les ventes aux enchères, en général, vous avez des commissaires-priseurs qui déjà, eux, peuvent authentifier une œuvre, mais également des experts qui, eux, peuvent authentifier une œuvre. Donc, cette notion d'authentification, qui est également basée sur une notion de traçabilité de l'œuvre, voilà, une œuvre aujourd'hui, il faut connaître son passé pour être certain qu'elle est bien attachée à l'artiste initial. Donc, c'est un monde qui existe et qui fonctionne et qu'il faut respecter. Là-dessus, il y a un élément essentiel. Quand vous achetez ou que vous vendez des œuvres, c'est nominatif. C'est-à-dire vous vendez, vous, en tant qu'artiste ou en tant que galerie, à un acheteur qui est identifié avec un nom, une adresse et tout ça. Vous avez une facture de vente, c'est payé dans une devise connue, et bien souvent on paye également des impôts, au moins la TVA et d'autres choses sur ces ventes. Voilà, donc ça c'est important de le savoir parce que avec le NFT c'est tout à fait différent. Alors comme on a dit précédemment, le NFT en fait c'est une sorte de ticket avec un numéro que l'on vend. Mais on le vend à des gens totalement anonymes et dans une crypto-monnaie qui en fait n'est pas assujettie à la TVA par exemple et a priori sans législation fiscale. Donc à partir de là on peut se poser la question, est-ce que ça correspond au marché de l'art? Si on regarde également les œuvres qui se vendent sur ces plateformes, on peut dire, est-ce que ça c'est de l'art? Ça c'est un petit peu compliqué des fois de répondre. Alors, bien sûr, on a des exemples, des ventes aux enchères qui se sont faites sur un certain artiste ou plusieurs artistes qui ont soi-disant vendu des NFT aux enchères dans des grandes maisons de vente aux enchères. Alors tout ça, je dirais que c'est un peu rigolo. Pourquoi c'est un petit peu rigolo? Parce qu'en fait, il ne s'agit pas du tout de NFT.
Il s'agit d'œuvres physiques ou numériques, mais qui existent bien, qui a été identifié par une maison de vente, donc par des commissaires-priseurs, donc par des experts, qui eux vont produire tous les papiers qui garantissent qu'effectivement il s'agit bien d'une œuvre virtuelle ou physique. À partir de là, ils ont créé un NFT, comme ils veulent, qui accompagne, on va dire, l'œuvre. Mais il est clair que l'acheteur qui va acheter cette œuvre, elle n'achète pas que le NFT, non, elle achète l'œuvre, elle achète tous les documents qui lui garantissent que c'est bien une œuvre, elle donne de l'argent, elle reçoit une facture, et puis à la fin, on lui donne le NFT. Voilà. Donc là, il y a un petit peu, on va dire que c'est une grosse pub qui a été faite sur les NFT, en disant, bah voilà, on peut vendre des NFT, mais en fait, on ne peut pas vendre comme ça des NFT. Non, non, non. On vend d'abord l'œuvre accompagnée d'un NFT. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Alors bien sûr, nous autres, artistes, on se demande bah, comment faire, parce que c'est vrai que des NFT, quand même, c'est vachement sympa, comme ça à la mode, on a envie d'en faire, et puis les plateformes, eh ben, nous promettent des monts et merveilles, hein, quand même. Elles nous promettent beaucoup d'argent, que c'est gratuit, bien souvent, on s'inscrit gratuitement, et puis le NFT est fait uniquement quand la vente est réalisée. Donc ça, c'est alléchant, parce qu'on se dit, bah, on peut faire plein de NFT, voilà, c'est cool. Ensuite, on se dit, on va devenir riche, parce que ben, si on met une collection de NFT, ça va se vendre comme des pipins, et puis là, on va avoir plein d'argent. Hein. Donc tout ça, c'est vrai que tout est utilisé en termes d'arguments pour attirer les artistes. Mais est-ce que c'est vraiment fait pour les artistes? Bah, c'est clairement pas vraiment bien fait pour les artistes. Je viens d'ailleurs de l'expliquer. Alors maintenant, qu'est-ce que les artistes peuvent faire avec les NFT? Alors nous voici à la partie 3, la dernière, je vous rassure. Donc maintenant, comment un artiste peut utiliser les NFT pour ses œuvres d'art? Et bien en fait, je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est très simple. Mais il faut être conscient qu'il faut respecter les us et coutumes et les pratiques du monde de l'art, donc tout ce que l'on a parlé avant, et surtout les lois en vigueur. Alors par exemple, si vous essayez de vendre des œuvres d'art de façon anonyme, en utilisant une monnaie qui n'est pas reconnue, sans respecter la fiscalité, vous allez avoir de gros problèmes. Et en plus, c'est interdit. Si en plus, vous essayez de faire de la spéculation, donc en fait, c'est plus de l'art que vous vendez, mais c'est des actions, et ben là, vous rentrez dans un cadre particulier, le cadre justement de tout ce qui est finance, tout ce qui est boursier. Et là, c'est pas votre métier, c'est artiste, c'est pas faire de la spéculation avec des tickets qui représenteraient soi-disant vos œuvres. Voilà, donc ça, il ne faut pas le faire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On est artiste, on fait des œuvres. Alors, on va vendre nos œuvres d'art. Donc ça peut être une œuvre d'art physique ou numérique. Ensuite, cette œuvre d'art, il faut donner une certification d'authenticité. Donc nous allons créer un certificat d'authenticité, directement en tant qu'artiste, ou en passant par un expert, pourquoi pas, qui va accompagner l'œuvre. Et seulement, à ce moment-là, nous allons pouvoir vendre notre œuvre d'art avec le certificat d'authenticité. Maintenant, cet ensemble-là est accompagné d'un NFT qui va enregistrer la transaction et enregistrer les caractéristiques de l'œuvre. Alors, au lieu que notre NFT, ça soit seulement un petit numéro qui correspond à ce qui est dans un serveur, nous, on va faire des choses un peu différentes. On va déjà enregistrer le titre de l'œuvre, la description de l'œuvre, ensuite les caractéristiques de l'œuvre. En fait, on va mettre en texte et clairement lisible toutes les informations qui caractérisent l'œuvre. Ça, c'est important parce que devant un jury, quand vous pouvez ouvrir un NFT et lire les informations, ça vous permet de... C'est un document numérique en fait qui représente l'œuvre. Qu'est-ce qu'on va faire en plus de ces éléments textuels? Eh bien, votre œuvre, donc que ce soit physique ou numérique, bon, si c'est physique, on va prendre une photo de l'œuvre et on va la crypter. C'est-à-dire que à partir de votre photo ou de votre œuvre numérique, eh bien, on va sortir un numéro qui est unique. Et ce numéro unique, on va le mettre dans le NFT. Et ensuite, quand vous produirez votre œuvre à votre acheteur, vous donnerez également le fichier de l'œuvre. Il est impossible de changer ces fichiers, parce qu'autrement ça se verrait sur le NFT. Voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, dans le NFT, il y a toutes les informations qui vous permettent de dire là, ce NFT correspond vraiment à cette œuvre, pas seulement un numéro sur un serveur. Et c'est ces ensembles de documents que vous allez donner à vos acheteurs, et que lui ensuite pourra revendre s'il le souhaite, bien entendu. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais mais tout ça, c'est pas très simple. C'est vrai que moi, quand je vais dans les plateformes, on me demande juste de télécharger le titre, de mettre l'image, et puis j'appuie sur un bouton, puis ça y est, c'est fait. Ouais, mais ça fait partie du truc, hein. C'est clair que les plateformes actuelles, vont quoi? C'est simple, c'est pas cher, c'est facile, on fait ça, et puis en 3 minutes on l'a, oui, pourquoi pas.
Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc c'est clair que nous, en tant qu'artistes, on doit faire des efforts pour que ça soit bien fait, voilà, dans les règles de l'art, pas plus que ça. Alors, quelle est la récompense si on fait tout ça? Et bien, en fait, vous allez voir, il y a plein de possibilités. Parce que l'art, aujourd'hui, se vend d'une certaine manière, c'est vrai, mais il y a plusieurs autres manières qui sont apparues. Notamment, par exemple, imaginons, vous êtes un artiste qui fait des œuvres physiques et vous souhaiteriez développer des œuvres numériques. Eh bien, à partir de vos œuvres physiques, vous pouvez faire des photos, vous pouvez faire ce que vous voulez, pour ensuite avoir une collection d'œuvres numériques que vous vendriez, peut-être un peu moins cher que ce que vous vendez en original. Faire des séries, donc vous avez une sorte de produit dérivé que vous pouvez sortir de votre production actuelle pour vendre ensuite à un autre type de public qui lui est plus intéressé effectivement par tout ce qui est art virtuel. Donc ça, c'est un premier débouché. Mais vous avez également la possibilité de vendre les œuvres d'art en copropriété, par exemple. Alors ça, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire, en fait, une œuvre d'art va être divisée en 10 parties et vendue à 10 personnes différentes. Alors ça peut être des œuvres de musée qui sont vendues à plusieurs personnes. Et puis donc, l'usufruit de l'œuvre d'art, c'est le musée qui l'a. Ou ça peut être toute autre chose. Par exemple, vous pouvez demander vendre une œuvre à 10 personnes, en disant qu'ensuite cette œuvre sera par exemple offerte à une société, par exemple, ou une association plutôt qui fait de la bienfaisance. Donc en fait, vous en tant qu'artiste, c'est plus vous qui allez offrir votre œuvre à cette société de bienfaisance, mais vous allez vendre votre œuvre à des gens qui en fait, eux, vont effectivement participer à cette donation. Donc ça, c'est tout autre chose. Et il y a plein d'autres manières également d'utiliser le NFT, ces formes nouvelles du numérique, pour vendre votre art d'une façon différente. Moi, je sais que chaque jour, chaque jour, non, peut-être pas, mais chaque semaine ou chaque mois, j'ai un artiste qui m'appelle en me disant, voilà, j'ai tel projet pour faire avec du NFT, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire? Et moi, je lui dis, voilà, tant que ça respecte la loi, tant que ça respecte les normes, tout est possible. Et je pense qu'effectivement, dans le futur, on a tout un univers qui s'ouvre dans notre monde à nous, qui est le monde de l'art, et qui va nous permettre d'utiliser ces fameux NFT. Alors en tant qu'Art Certificate, bien entendu, nous ça fait déjà plusieurs années que l'on fait des certificats d'authenticité. Donc on va dire dans la démarche d'utiliser l'œuvre d'art sous forme de NFT, la première étape c'est la certification. Donc vous, dès que vous avez fait votre certification, donc sur Art Certificate, il est possible de la transférer sur la blockchain, donc sous forme de NFT. Donc ça c'est une option que vous prenez et à partir du moment où vous le faites, là déjà votre œuvre correspond à un NFT. Donc vous pouvez déjà commencer à vendre vos œuvres avec NFT. Donc en tant qu'Art Certificate, nous avons aussi pensé qu'il fallait une plateforme qui permettrait de vendre des œuvres d'art accompagnées de NFT. Donc on a créé la plateforme artprime.eu justement pour mettre à la vente les œuvres numériques ou physiques accompagnées de NFT. Donc le fait que vous ayez fait un certificat sur la blockchain, automatiquement va transférer votre œuvre sur la plateforme artprime.eu. Donc il vous suffira ensuite d'aller sur cette plateforme, de catégoriser votre œuvre, de mettre un prix, et puis vous aurez un espace à vous de vente avec vos œuvres, avec les prix, et les gens qui seront intéressés par vos œuvres entreront directement en contact avec vous et vous ferez directement les transactions. C'est-à-dire que ArtPrime ne prend aucune commission. Donc c'est vraiment un service que l'on offre aux artistes afin qu'ils montrent leurs œuvres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le faire. On m'a demandé des dizaines de fois. Et puis, voilà, je vous donne rendez-vous dans tous les cas sur Art Certificate pour faire vos certificats, les mecs sur la blockchain. Et ensuite sur artprime.eu pour les vendre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.